Bonjour à tous et merci pour cette belle introduction. La présentation, elle est clairement basée sur le titre du colloque, évidemment, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui se base sur un projet que j'ai réalisé dans le cadre de ma maîtrise à l'Université de Montréal. Donc, ça part vraiment de l'idée que pour les enfants qui ont des besoins particuliers, l'inclusion en contexte éducatif à la petite enfance, elle est essentielle, qu'elle peut même s'inscrire comme une première mesure d'intervention précoce et devenir un facteur de protection à long terme. Donc, comme je disais, c'est un projet qui a été réalisé donc, dans le cadre de ma maîtrise. Ce que je vais vous présenter donc, va parler de l'inclusion des enfants qui ont des besoins particuliers et de l'importance de leurs éducatrices à qui on a donné en fait la parole à travers une étude qualitative. Pour ceux que ça intéresse, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui a déjà été publié dans la Revue canadienne pour l'éducation et dans la Revue pour la petite enfance. Donc d'abord, qu'est-ce que l'inclusion au sens que je le comprends bien sûr, parce qu'il existe plein de définitions différentes. Donc dans ma perspective, plus qu'une méthode, c'est vraiment une philosophie éducative où on va adopter vraiment une approche globale où le milieu et les enfants, à la fois ceux qui ont des difficultés puis ceux qui n'en ont pas, apprennent à vivre ensemble et où des stratégies sont mises en place pour soutenir le développement des enfants et la participation active des tout-petits qui ont des difficultés au sein de leur groupe. Plusieurs types de moyens existent. On a des financements, des ratios modifiés, où on va avoir des groupes un peu plus équilibrés entre les enfants qui ont des difficultés puis ceux qui se développent de manière typique. On parle aussi de collaboration avec les parents et de formation des équipes, pour ne citer que ces stratégies-là. Donc pour les enfants qui ont des difficultés, l'inclusion, elle est vraiment une mesure de prévention, mais à la fois donc, pour ceux qui ont des diagnostics, mais aussi pour ceux qui ont des vulnérabilités au niveau de leur développement. Au Québec, on parle de 26% des tout-petits qui présenteraient au moins une vulnérabilité dans un domaine du développement au moment d'entrer à l'école. Puis pour 4,8% des enfants, ces difficultés-là, elles vont être suffisamment importantes pour poser un diagnostic de trouble mental, dont la majorité sont des troubles neurodéveloppementaux. Et pour tous ces enfants, être intégrés dans un milieu, fréquenter un milieu de garde à la petite enfance de manière régulière, ça va favoriser le développement des habiletés langagières, prosociales, puis d'autorégulation de l'enfant, puis améliorer leur fonctionnement en fait d'une manière générale. On ne peut pas parler d'inclusion sans parler des éducatrices parce qu'elles sont vraiment au cœur de la prise en charge donc pour les enfants, donc du fait de leurs interactions avec l'enfant, du fait des liens qu'elles créent entre le parent, le milieu, l'enfant et les autres adultes du milieu, puis aussi au niveau du fait qu'elles favorisent vraiment les interactions entre les tout-petits qui ont des difficultés et leur père qui se développe normalement. S'intéresser aux éducatrices, c'est aussi pertinent dans la mesure où leur perception a été identifiée comme un élément important pour évaluer la réussite de l'inclusion et les facteurs qui vont influencer, donc faciliter ou compromettre la réussite de l'inclusion. Et c'est à ces perceptions-là qu'on s'est intéressé dans mon étude. La question qu'on a posée, c'est « Selon vous, l'enfant profite-t-il de la garderie ?» Cette question a été posée aux éducatrices de 189 enfants issus d'une population clinique. Ce sont des enfants qui ont consulté en clinique pédopsychiatrique entre 2005 et 2015, après la référence d'un médecin. Ce sont des enfants qui étaient alors âgés entre 2 ans et demi à peu près et 6 ans, et puis qui avaient des diagnostics multiples, donc bien souvent comorbides. La moyenne, pour vous dire, de nombre de diagnostics dans cet échantillon-là, c'est comme 2 et quelques. Ils ont comme tous au moins 2 diagnostics qui incluent des troubles de la communication, des troubles moteurs, des troubles d'attention. Et on a aussi des enfants qui ont un TSA, un retard global de développement, etc. Et qui, malgré toutes ces difficultés-là, fréquentent un milieu de garde sur une base régulière.
c'est pour ça qu'on a pu aller poser la question à leurs éducatrices. Donc, les réponses à la question « Selon vous, l'enfant profite-t-il de la garderie ?» Elles ont été analysées en plusieurs étapes. La première a été la codification en 3 catégories, les perceptions positives, négatives et nuancées. Cette catégorisation-là a été faite à partir d'une grille pour laquelle on a eu un accord interjuge fort. Ensuite, les réponses ont été analysées donc avec une analyse thématique dans un processus itératif, donc avec une méthode en 6 étapes où on revenait constamment à la question de savoir qu'est-ce qui caractérise vraiment les réponses des éducatrices. Et de cette analyse-là sont ressortis 9 thèmes principaux, dont un majoritaire qu'on abordera tantôt. La première information importante à retenir donc de cette étude, c'est que la très grande majorité des perceptions des éducatrices sont positives. On a 70% de réponses des éducatrices qui sont positives. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'il y a 70% des éducatrices qui disent oui, l'enfant profite de sa présence en garderie malgré ses difficultés, malgré son ou ses diagnostics. Une interprétation qu'on comprend quand même de manière un peu nuancée là, de ces réponses-là, c'est que du coup, oui, l'enfant, son inclusion est réussie dans le milieu. Je dis, on nuance un peu l'interprétation parce que tout le monde ne serait pas nécessairement d'accord avec ça. On peut parler d'inclusion réussie, de l'enfant se sent bien dans le milieu, de juste, en gros, ça va bien pour lui dans le milieu. Et de manière un peu plus détaillée, ce qui en ressort, ce sont ces thèmes, avec le thème majoritaire qui est celui de la socialisation. Comme vous pouvez le voir, les thèmes tournent vraiment autour des différentes sphères du développement. Donc on a la socialisation, le développement affectif émotionnel, le développement cognitif académique, physique et moteur, le langage, l'autonomie. On a aussi un certain nombre d'apprentissages qui ne sont pas spécifiés. Un thème très important, les besoins de soutien individualisé ou spécialisé pour les enfants qui sont en difficulté, et un tout petit pourcentage de problèmes de comportement que je vais aborder plus en détail tout à l'heure. Oups. J'ai extrait des petits exemples pour illustrer les différents thèmes. Donc, quand on parle de socialisation, ça parle vraiment de tout ce qui entoure la socialisation, donc tout ce qui est observation, apprentissage par imitation, l'intérêt que l'enfant va avoir pour les amis, l'intérêt pour aller jouer avec les autres, puis s'impliquer comme vraiment dans les interactions de groupe. Au niveau du développement affectif, on va parler de création de relations réciproques, du fait d'être capable de se détacher plus ou moins facilement de son parent, ou au moins d'une évolution de la capacité à se détacher de son parent, puis de faire confiance à d'autres adultes au sein du milieu. Ensuite, au niveau du langage et de la communication, ce thème-là, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il reprend à la fois les capacités de l'enfant, mais ce que l'éducatrice va mettre en place pour soutenir le développement du langage et de la communication. Et dans ce thème-ci, on retrouvait à la fois des volets de développement du langage expressif et réceptif de l'enfant. Donc, autant ce que l'enfant est capable de faire, de dire, donc la quantité de vocabulaire qu'il utilise, que sa compréhension des consignes, puis de ce que fait l'éducatrice pour l'accompagner dans cette compréhension. Au niveau du développement cognitif et académique, on a bien sûr les apprentissages de base, l'alphabet, les nombres, puis c'est vu comme un objectif à atteindre finalement, comme pour préparer l'enfant. Les éducatrices de l'échantillon avaient l'air d'avoir quand même ça à cœur, de préparer l'enfant à la suite, même lorsqu'ils étaient très petits, donc la suite étant l'entrée à l'école. Au niveau du développement physique et moteur, on parle d'intérêt de l'enfant, mais aussi de son besoin de dépenser son énergie pour éventuellement être plus disposé
à des activités plus calmes par la suite, le développement de l'autonomie avec les capacités de s'habiller seul, l'apprentissage de la propreté, les apprentissages non spécifiés qui parlent vraiment du progrès en général de l'enfant ou parfois même l'absence de progrès. C'est-à-dire que dans tous ces thèmes-là, on va avoir soit les capacités de l'enfant qui sont là, les capacités qui évoluent depuis que l'enfant est dans le service de garde, les capacités qui stagnent, ce qui est plus ou moins facile ou difficile pour lui. Au niveau des difficultés comportementales, donc comme je disais, c'est le thème qui est le moins fréquent. C'est aussi le thème qui est le plus caractéristique des perceptions plus négatives des éducatrices. Ici, on parle à la fois de comportements extériorisés, donc plus agressifs, courir, sauter, frapper les amis, et de difficultés dans le fond que l'éducatrice n'a pas réussi à canaliser, puis qui compromettent les interactions de l'enfant avec les autres enfants du groupe. Et finalement, on a le besoin de soutien individualisé ou spécialisé. Ici encore, on parle de stratégies individualisées ou spécialisées qui sont réussies, mais aussi d'un besoin qui est identifié par l'éducatrice qui finalement se heurte un peu à un mur, puis qui dit, malgré le fait que cet enfant-là reçoive, mettons, des services d'une ergo ou d'une orthophoniste ou d'une intervenante spécialisée. Par exemple, il est toujours extrait du groupe pour vivre ça, donc il manque des expériences. Donc, est-ce que finalement on lui donne ce soutien-là de la bonne manière ou est-ce que elle demande au contraire que ça soit fait différemment pour que ça soit plus inclusif puis qu'il y ait comme moins une ségrégation de l'enfant vis-à-vis des autres. Il y a aussi celles qui vont mentionner, cet enfant-là, il n'a pas encore ce soutien spécialisé, puis moi, je sens qu'il en a vraiment besoin, puis qu'il en bénéficierait. Ce qui m'amène à ma conclusion. Dans l'ensemble, je trouve personnellement que ce sont des résultats qui sont très encourageants pour l'inclusion à la petite enfance des tout-petits qui consultent en clinique pédopsychiatrie. On se rappelle que dans cet échantillon-là, ce sont des enfants qui ont de très grandes difficultés comportementales, développementales ou émotionnelles, mais ça fonctionne. On a des difficultés, il y a des barrières, mais on arrive à les inclure. C'est juste qu'il y a encore des petits points à améliorer. Un élément que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait que la socialisation soit le thème qui revient le plus. La socialisation, elle est au cœur du programme Accueillir la petite enfance, donc le programme éducatif sur lequel sont basés des services de garde. Donc, ça veut dire que le programme, il est à la bonne place. On vise la bonne chose, puis visiblement, les éducatrices le mettent véritablement en place, puis elles atteignent, en fin de compte, cet objectif de socialisation. La mise en place d'un besoin d'un soutien adapté, elle est aussi déterminante, ça revient beaucoup, mais elle est encore un défi important pour les personnes éducatrices, malgré les financements qui existent, tels que l'allocation pour l'intégration en service de garde. Cette allocation, tous les enfants qui vivent des difficultés n'en bénéficient pas. On parle d'à peu près 3,8% de places disponibles qui sont subventionnées, puis d'enfants qui bénéficient de cette allocation comparativement aux 26% que je vous disais qui ont des vulnérabilités. Donc ça reste un défi, puis quelque chose qu'on pourrait encore améliorer. Puis finalement, avoir accès à l'expertise des éducatrices pour ce projet-là, d'après moi, c'est une force de cette étude, puis qui permet en fait de questionner, je pense, ce qui se passe en ce moment comme nos pratiques actuelles, comme la socialisation, c'est bon, on est à la bonne place, ça fonctionne. En plus, la socialisation, puis le développement de la compétence sociale, c'est un facteur de protection sur le très long terme, mais on a encore des petits défis qui montrent bien l'importance de ce colloque et de la communication entre les milieux de pratique, la recherche et les décideurs politiques pour améliorer
les pratiques, puis pour développer des pratiques inclusives qui ont du sens. Et voilà. Merci.